Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet après-midi partager son histoire. Donc, voilà, moi je suis Guillaume Micala, je suis là pour aider un peu à l'organisation, présenter les conférenciers. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs conférenciers pour cette après-midi spéciale de l'aide au développement à la CPI d'Afrique face à son destin. Alors tout d'abord, nous avons M. Charles Onana, qui est ici avec nous aujourd'hui. Alors, M. Charles Onana qui est écrivain, et journaliste d'investigation, qui va aujourd'hui nous parler de l'histoire des tribunaux internationaux, de Arusha à la Cour pénale internationale. Alors, M. Charles Onana, il a notamment écrit sur la Deuxième Guerre mondiale, les tirailleurs, qui étaient donc les soldats africains envoyés au front, souvent par la France. Et il a aussi étudié la question des Grands Lacs, donc du Congo RDC, d'où je suis originaire, et également les problèmes de racisme en France, auxquels les Africains sont confrontés parfois. Alors, comme second conférencier, nous aurons M. Diogène Seni, donc, qui est secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja à Paris en France, donc une ligue panafricaine qui est aujourd'hui sur le devant de la scène pour tout ce qui est justement compréhension, sociopolitique et mise en pratique des outils pour l'idée panafricaine, pour la vision panafricaine. Donc M. Diogène Seni qui va nous parler aujourd'hui de l'histoire de l'aide au développement qui part de Bandung à la COP 21. Comme autre conférencier aujourd'hui, nous avons aussi M. Diaby Youssouf, M. Diaby Youssouf qui est porte-parole de Charles Blé Goudé, qui va nous parler aujourd'hui de qui sont les détenus Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Donc, comme vous savez, la présence aujourd'hui et notre présence à tous ici est grâce à Amama Nakuti, qui est donc elle-même ivoirienne et qui va donc, bien sûr, nous parler un peu de son beau pays. Et alors, comme dernier conférencier, mais non des moindres, maître Serge Bougnon, qui est membre du collectif des avocats du président Laurent Gbagbo, et qui va nous parler aujourd'hui en précision un procès à la CPI, donc à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec M. Eric Guy qui va vous donner donc, le mot de bienvenue pour la journée. Donc nous, si jamais, nous sommes aussi la librairie SAP, sous l'Art Rapalab. Si vous avez envie d'ouvrages sur l'Afrique, nous sommes spécialisés. Voilà, bonne conférence à tous, bon après-midi. Eric, pour le téléphone. Chers invités, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je me présente à vous au nom du comité d'organisation de cette conférence et de sa présidente, Nakuti Blandine, présidente de l'association Imonka qui veut dire me voici en langue niabois. Les Niabois sont de la ville de Tokwe, entre le centre-ouest, c'est-à-dire Italois, et le grand-ouest, Yopoué, le Yopoué. Donc c'est cette association-là et sa présidente qui ont eu aujourd'hui cette ingénieuse idée de faire cette conférence avec des conférenciers de réunion. Je voulais d'abord vous dire merci. Merci d'honorer de votre présence, cette présence cérémonie. Je traduis surtout au nom du comité d'organisation toujours et de sa présidente ma gratitude à nos conférenciers qui ont pris de leur temps précieux pour partager avec nous ce qui savent les différents thèmes soumis cet après-midi à leur sagacité. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous remercier d'être venu à cette journée de réflexion. Remercier l'association qui a organisé
de m'avoir associé, en tout cas à travers notre organisation, à ces moments d'échange, la sœur Nafuti et puis tous en groupe, pour le travail qui est fait, parce que en tant que militants, on sait tous le sacrifice que l'on donne pour nos communautés, l'énergie qu'on y met. Je pense qu'il est très important souvent de comprendre que lorsque nous sommes rassemblés, souvent c'est 2 ou 3 personnes qui prennent sur eux et qui prennent souvent même sur leurs propres économies pour qu'on se rassemble. Donc j'inviterai les uns et les autres, avant de sortir, de penser aussi à financer la lutte, c'est très important. Un petit geste, c'est toujours important. Ensuite, je voulais dire que le sujet que je vais développer, en fait, sur l'économie, je suis partisan de ce qu'on appelle de revendiquer toujours la base intellectuelle sur laquelle on s'appuie. Je suis économiste, certes, mais je suis un économiste panafricaniste. Je le revendique. Parce que je ne crois pas à l'objectivité des scientifiques, souvent proclamés à corps et à cri, surtout en économie. Il me semble que la neutralité de la science peut être remise en cause lorsqu'on ne dit pas clairement sur quel point, sur quelle base on s'appuie. Je suis économiste panafricaniste. Alors, je considère que l'économie, comme toute science, est un outil qui libère ou opprime. Il faut choisir son camp à ce niveau-là. Moi, je suis économiste panafricaniste et je tiens à le dire. Ensuite, mon intervention, c'est donc l'histoire de l'aide au développement, avec un sous-titre de Bandung à la COP21. Au fond, il s'agit simplement de la question du développement de l'Afrique, avec un point de référence historique, la conférence de Bandung de 1955. Donc, je vais essayer de le développer, mais pour la salle, pour les participants, je voudrais dire qu'avec mes collègues conférenciers, avec leur permission, nous avons le point commun tous. Autant j'interviens sur les instruments internationaux de domination, le FMI, la Banque mondiale, et ainsi de suite, mes collègues vont intervenir sur les instruments, notamment juridiques et les aspects judiciaires de domination du continent. Donc ces dominations sont multiples, il ne faut pas les prendre que sous un seul aspect, il faut les comprendre dans leur globalité. Et nous avons ce point commun tous sur cette question. Pour revenir à mon intervention, donc je vais le présenter on va dire en 4 parties. Donc, j'ai donc 4 parties, pas d'égale répartition, il y aura des parties qui seront rapidement abordées. Donc, la première partie, c'est donc Bandung comme une 3e voie géopolitique. La deuxième partie, la trahison de l'espérance portée à Bandung. Enfin, 3e partie, l'ajustement structurel ou la recolonisation de l'Afrique. Et enfin, la COP21 ou la nouvelle ruse occidentale. Alors, tout ce que je vais aborder ici relève à peu près des mêmes mécanismes et des mêmes problèmes. Si je pouvais dire rapidement un mot sur le président Gbagbo, c'est que j'ai travaillé sur ce qu'on appelle les mémoires d'Abel Goumba. Abel Goumba fut une figure qui a été le modèle un peu des jeunes nationalistes et progressistes africains, dans les Gbagbo, dans aujourd'hui Alpha Condé, qui malheureusement, chacun peut comprendre son positionnement, et pas mal d'autres d'ailleurs. Et je considère que le combat que nous menons tous, c'est pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont pris les devants avant nous. Et nous devons être dans le sillon pour ne pas toujours faire comme s'il n'y avait pas d'héritage. L'héritage est très important. Alors, venons à Bandung. Alors donc là, je vous ai mis une première image. C'est donc le monde des empires coloniaux. Nous sommes en 1914. Je rappelle que Bandung a eu lieu en 1955. En 1914, l'image que vous avez à l'écran montre en fait ce qui nous intéresse en plus. En particulier, c'est l'Afrique et le continent est-asiatique et sud-est asiatique. Alors, dans la légende que vous avez le Royaume-Uni en rouge, la France en bleu, et puis les autres puissances coloniales qui ont moins d'impact sur le monde. En 1914, en particulier, sur le continent africain, on remarque que la France, en bleu, contrôle, en tout cas domine, presque la moitié du continent,
et en rouge, le Royaume-Uni qui domine aussi une bonne partie du continent. Donc, en vert, normalement, ce sont les colonisations, on va dire, italiennes ou bien espagnoles, tout ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est que le bleu et le rouge, on le retrouve aussi en Asie, d'Est et du Sud-Est. C'est-à-dire qu'en dessous de la Russie, vous avez même une partie de la Chine qui a des protectorats britanniques. Vous avez en bleu la France, toute la partie Indochine, Vietnam, et vous avez l'Inde qui est sous, en fait, la domination, on va dire, britannique. C'est très important de noter parce que, en fait, nous sommes là dans les relations internationales où l'Afrique n'existe pas. Et l'Asie, évidemment, Est et Sud-Est aussi n'existent pas. Puisque ceux qui parlent au nom de ces 1 milliard et quelques millions d'êtres humains, ce sont, évidemment, les puissances coloniales. Une deuxième image, 1945, cette image j'ai choisie, vous avez donc Kennedy à gauche, et vous avez Staline à droite, et au milieu, au fond, vous avez une explosion. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution du monde entre 1914 et 1945. C'est-à-dire qu'il y a une modification des rapports de force. Il y a donc le monde, disons, des empires coloniaux qui se retrouvent dans le monde occidental sous le contrôle des États-Unis. Et de l'autre côté, vous avez Staline qui développe aussi donc, une autre puissance, c'est donc l'URSS. Entre les deux, il y a évidemment un conflit de systèmes, de valeurs, tout ce que vous voulez. Mais pas que. Vous voyez au milieu, il y a l'explosion. Il y a aussi un conflit militaire. On appelle ça guerre froide, mais souvent par des satellites interposés, ils se combattaient malgré tout militairement. Et donc, c'est pour dire que jusqu'en 1945, encore une fois, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique dans les relations internationales n'existe pas. Ce qui décide de l'état du monde, c'est bien ces deux grandes puissances. Et nous avons d'ailleurs même hérité en 1945 d'une autre conférence, en 1885, la conférence de Berlin, qui n'a pas beaucoup changé les rapports de force, même en 1945. Tous les empires coloniaux se retrouvent globalement sous la bannière, en fait, du monde, disons, occidental. Ils appellent ça monde libre. En fait, ce n'est pas un monde libre en tant que tel, puisque les États qui constituent ce monde-là ont des colonies. Donc, ils sont libres chez eux, mais ils propagent, en fait, la domination dans les autres parties du monde. Alors, donc, une fois qu'on a vu ça, on va donc passer à l'Afrique et à l'Asie, qui sont dominées, on va dire, sur le plan colonial. En Afrique, en 1955, nous avons à peine 4 États qui sont indépendants. Le Libéria, depuis 1847, l'Égypte 1922, l'Éthiopie 1941, la Libye 1952. Quelle indépendance? Indépendance relative. Comment ces pays pouvaient être tranquilles alors que l'ensemble du continent était dominé par les puissances coloniales? C'est une indépendance, en tout cas, très très relative. Et vous avez en face quelques exemples de l'Asie. Donc l'Inde et le Pakistan ont leur indépendance depuis 1947, avant Bandung, d'accord? Vous avez aussi la Birmanie et Ceylan. Ceylan, c'est l'ancien Sri Lanka, enfin c'est l'actuel Sri Lanka, pardon, qui est indépendant. Les deux pays sont indépendants depuis 1948. L'Indochine française est morcelée en 1954. La Malaisie a une autonomie interne. C'est un peu la situation qu'on retrouve un peu bizarre en Afrique aussi. Vous avez le Ghana qui n'est pas encore totalement indépendant, il y a un Premier ministre. Et la France aussi va opter pour le même régime pour les pays de l'Afrique équatoriale et de l'Afrique occidentale. Et partout, vous avez ce qu'on appelle des tensions, des luttes anticoloniales. Il y a la guerre du Vietnam en Asie, il y a l'UPC au Cameroun qui s'active, il y a la guerre d'Algérie, ainsi de suite. Donc on a des phénomènes partout où l'Afrique, comme l'Asie, se bat pour pouvoir dégager les anciens colonisateurs. Sauf qu'à ce moment-là, chacun se bat contre son colonisateur. Il n'y a pas une pensée globale, il n'y a pas une définition de stratégie commune. Et donc, on va arriver à Bandung. Donc, Bandung est un fait historique majeur que les uns et les autres doivent comprendre. Pourquoi? Parce que Bandung, c'est pour la première fois qu'une partie de l'Asie et tout le continent africain, globalement, et ceux qui sont libres et les leaders qui se battent pour les indépendances, se rassemblent sous la même bannière, ensemble, pour dire nous ne voulons plus de la colonisation. Nous voulons que la colonisation cesse. C'est la prise de conscience qu'individuellement, on ne pourra pas se défaire des puissances coloniales. Il faut nous mettre ensemble. C'est un fait d'histoire majeur. Pourquoi? Parce que, comme j'ai montré en 14 et en 45, chaque fois que le monde était gouverné, chaque fois qu'il y avait une décision qui concernait le monde entier, c'était les autres. Cette fois-ci, pas clandestinement, de façon ouverte, dans une conférence publique. Tous les leaders se rassemblent pour dire, à la face du monde, devant les deux grandes puissances, que nous ne voulons plus de la colonisation et nous voulons une stratégie commune. Souvent, nous avons peine
à croire que ce que nous cherchons aujourd'hui, si par le passé, on n'avait pas déjà fait des choses. Il faut bien se rendre compte que par le passé, on a fait cette unité, ce qu'on appelait en fait le rassemblement afro-asiatique, c'était bien le nom, et ils ont défini une troisième voie sur le plan des relations internationales. Ils ont dit oui, face à l'axe Moscou-Washington, il faut une troisième voie. Ce n'est pas une troisième voie de faible, c'est une troisième voie de la non-violence, parce que nous ne voulons plus être des bases pour pouvoir servir d'intérêt de chacun des deux blocs. Ils vont appeler ça le non-alignement ou encore le neutralisme actif. Ils vont affirmer que nous voulons prendre notre destin en main. Ils vont dire, dorénavant, lorsqu'on acquiert l'indépendance, j'ai cité tout à l'heure, il y avait quelques pays qui étaient indépendants encore à ce moment-là, mais le plus important, ce n'était pas l'indépendance, c'était de la consolider. Parce que les empires coloniaux étaient encore velléitaires. Ils n'abandonnaient pas leur volonté de contrôle. Et tout le monde qui se battait, tout le reste qui se battait pour leur indépendance, savait très bien qu'une fois qu'on est indépendant, il faut surtout maintenir l'indépendance. Donc c'était un double enjeu à ce moment-là. Et Bandung a été ce moment international, ouvert, public, où les anciens colonisés, encore les ex-colonisés et ceux qui se battaient encore pour leur indépendance, se sont clairement exprimés pour que l'état du monde change. J'ai mis juste en bas, mais ça ne se voit pas, Bandung a aussi condamné ce qu'on appelle la lutte contre l'impérialisme du dollar. L'impérialisme du dollar, c'est quoi? C'est que, à l'époque, les Américains regardaient dans les mouvements anticoloniaux, détectaient quelques leaders qui étaient relativement faibles et leur proposaient la richesse américaine, l'aide américaine, pour pouvoir casser, en fait, c'est ce qu'ils ont fait avec Taïwan, hein, entre la guerre entre Mao et Chiang Kai-shek. Ils ont profité souvent de leur puissance financière pour pouvoir diviser, en fait, le monde qui se battait contre la colonisation. Il est très important, en fait, de tirer les leçons d'histoire pour ne pas se faire manipuler encore plus. Alors, là, vous avez tous les pays, donc les 29 pays qui ont participé à la conférence de Bandung. Rapidement, sur le continent africain, vous avez donc le Libéria, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, le Ghana, le Soudan, l'Égypte, et tous les représentants, et même les représentants de l'UPC qui étaient partis à Bandung, alors que ce n'était pas un mouvement qui avait le pouvoir. Donc l'ANC aussi avait envoyé des représentants. Du côté de l'Asie, vous avez donc les grands pays, là, comme l'Inde, le Pakistan, vous avez la Chine, et ainsi de suite. Bandung est un moment important. C'est la seule conférence internationale qui part du monde sans qu'aucun bloc ne soit invité. C'est-à-dire qu'il n'y a ni la France, ni les États-Unis, même l'URSS. C'est-à-dire que parmi les participants, il y a ceux qui estimaient que le fait que l'URSS contrôle une partie de l'Europe de l'Est, c'était aussi de la colonisation. C'était la thèse, par exemple, des Indiens, la thèse des Pakistanais, mais les Chinois n'étaient pas d'accord. Donc ils ont convenu pour dire, comme on n'est pas d'accord, ils ne viennent pas. Donc c'est le seul moment international où ce monde afro-asiatique a créé un subconscient international pour dire que nous pouvons décider de notre destin, nous voulons un autre ordre mondial et il faut compter avec nous. Alors là, vous avez comme toute conférence le communiqué final. Donc dans ce communiqué final, il y a à peu près 7 chapitres. Le premier chapitre, c'est la coopération économique. J'ai mis en bleu, je reviendrai là-dessus. Et vous avez tous les autres éléments qui ont été développés. Donc à Bandung, alors que nous sommes dans une conférence éminemment politique, géostratégique, le communiqué final fait état de la priorité des priorités, la coopération économique. C'est à s'interroger. C'est à s'interroger. Comment une conférence géostratégique, géopolitique, politique, mais dans le communiqué final, la coopération économique, nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire. Pour Bandung, lorsque un pays accède à l'indépendance, il faut absolument, pour maintenir l'indépendance politique, il faut l'indépendance économique. Sans l'indépendance économique, l'indépendance politique est un leurre. Dès 1955, on sait à peu près ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'ils ont mis dans une espèce de vademecum comme ça, d'agenda, de guide, de bréviaire, chaque pays qui accède à l'indépendance, il faut mettre fin à l'extraversion des économies. Il faut cesser avec la monoculture. Il faut faire le contrôle monétaire pour financer soi-même son développement. Il faut créer les banques. Il faut transformer localement les matières premières et ainsi de suite. Si vous regardez la crise ivoirienne, nous en sommes en plein. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons pris conscience il y a très longtemps. Donc il n'y a pas de nouveauté dans ce qui nous rassemble, dont nous parlons aujourd'hui. Il faut s'interroger pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi il faut faire un tour. J'ai beaucoup aimé ce que l'association a fait avec Napouti pour dire on partage l'histoire. Des fois, dans le feu de l'action, nous ne se rendons pas compte. Il faut faire juste un tour en arrière pour tirer les leçons. Qu'est-ce qu'on fait comme bêtise que les autres ont fait hier
pour ne pas réaliser ce qui se passe aujourd'hui. Mais comme nous sommes ignorants de l'histoire, et l'histoire a cette tendance malheureuse de se payer, on refait les mêmes bêtises. Alors, donc, cet agenda que Bandung propose sur le plan économique pour les Africains va être trahi. Va être trahi pourquoi? Au tournant des années 60, tout le monde sait, c'est-à-dire que l'Occident colonial, les pays de Bandung, c'est-à-dire que les Afro-Asiatiques, savent bien, chacun sait, pour l'Occident, ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas perdre le contrôle des colonies. Puisque les déclarations sont publiques. Pour les Africains et les Asiatiques, ils savaient aussi ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être recolonisés. Sauf que les Occidentaux, de ce fait-là, ont fourni une stratégie qui consistait à détecter parmi les coloniaux qui se battaient, les colonisés qui se battaient, qui sont ceux qui sont porteurs de notre stratégie, du retrait physique de la colonie, de l'administration directe. On va mettre les Africains pour que le système continue à fonctionner, c'est-à-dire pour garder la même mise sur les richesses. J'ai mis ici Houphouët-Boigny qui a joué un rôle extraordinaire pour que cette stratégie s'applique aujourd'hui. J'ai mis Mobutu en particulier parce que Mobutu, même si il n'est pas leader en 60, mais il est déjà dans les rouages. Mobutu va contribuer à la trahison et l'assassinat de Patrice Lumumba, justement parce qu'il était dans les rouages, dès 60. J'ai mis Aïdou pour le Cameroun, mais ce n'est qu'une image. En face d'Aïdou, il y a l'UPC qui se bat depuis pour l'indépendance, pour réaliser ce que Bandung avait défini. C'est très important de le noter parce que souvent, nous ne traitons pas assez la question de la trahison. En face d'eux, il y a d'autres Africains, comme Kwame Nkrumah, comme Sékou Touré, comme Barthélemy Boganda, qui eux sont dans l'esprit de Bandung, qui veulent absolument que les indépendances politiques soient accompagnées de tout ce que Bandung avait prévu pour que l'indépendance politique soit une réalité. Et l'affaire qui va faire basculer tout, c'est évidemment l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est-à-dire que la destitution et l'assassinat de Lumumba, c'est la preuve pour les Occidentaux qu'ils ne voulaient absolument pas perdre la partie. Tous ceux qui ont vu l'image du président Gbagbo peuvent revoir cette image. Qui sont ceux qui sont autour de Lumumba? Ce sont évidemment tous ceux qui ressemblaient à Houphouët-Boigny, à Mobutu et à Aïdou. Qui sont ceux qui étaient autour du président Gbagbo quand on l'a tiré de son palais? Donc ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qu'on a fait entre les deux depuis l'assassinat de Lumumba? C'est la première fois que l'ONU intervient en Afrique, après les indépendances. Et pour le compte de qui? Tout le débat autour de l'ONU en Côte d'Ivoire, pendant 5 ou 6 ans, qui a pollué la classe politique. Il suffisait de se reporter sur ce que le Congo a vécu avec l'ONU, pour tirer les enseignements. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a une production abondante sur l'affaire Lumumba. Production abondante. Il suffit de lire. Donc nous avons vécu la même chose avec le président Gbagbo. Donc je dirais que après les années 60, s'installe au gouvernement le bloc des Houphouët-Boigny sur tout le continent. Quelques exceptions près. Ceux qui se battent, les Sékou Touré, et ainsi de suite. Mais globalement, l'Occident a réussi sans pari d'installer des Africains et de continuer à piller ce continent. Évidemment, ces gouvernements ne sont pas mis en place pour développer le continent. C'est pour faire poursuivre ce qu'on appelle l'exploitation coloniale, qui change de nom, on appelle ça le néocolonialisme, c'est la même chose. Et donc, au lieu du modèle de développement que Bandung avait défini, le modèle de développement, ça va être l'endettement vertigineux. En 60, l'Afrique n'a pas que besoin d'argent. Vous pouvez lui donner tout l'or du monde. C'est d'abord de changer la structure économique coloniale qui était là. Et donc, la première phase de l'endettement, début des années 60, c'est ce qu'on appelle les euro-dollars. C'est quoi les euro-dollars? C'est que l'Europe, en 1945, bénéficie du plan Marshall américain. Le plan Marshall américain n'est autre chose que la volonté américaine, cet impérialisme du dollar, pour éviter la poussée du communisme dans l'Europe occidentale. Il fallait absolument reconstruire vite l'Europe occidentale pour que le communisme ne puisse pas gagner. Tout le monde connaît, dans ces pays européens,
ce que les communistes ont représenté juste après la guerre. Et donc la volonté américaine était effectivement d'éviter cette poussée, de reconstruire vite, d'éviter la pauvreté, de telle manière que le bloc de l'Est ne puisse pas, en tout cas la poussée communiste ne puisse pas gagner l'Europe occidentale. Il se trouve que dans les années 60, l'Europe est relativement rebâtie, la reconstruction est faite, les Européens sont prêts à rembourser aux Américains, donc il y a une surliquidité dans les banques européennes. Les Américains ne veulent pas de cet argent. Parce que si cet argent revient aux États-Unis, ça va créer l'inflation. Mieux, c'est que l'or équivaut au dollar. Donc on peut demander l'échange du dollar contre l'or américain. On va assécher les cours forts américains. Bon, ils vont trouver l'astuce, mais les gouvernements africains vous sont soumis. Donnez-leur cet argent. Donc, c'est la première phase de l'endettement massif du continent. Pas pour le développement, pour soulager les banques occidentales. Deuxième phase, début des années 70, précisément 73, avec le choc pétrolier, on appelle ça les pétrodollars. Les pays du Golfe bénéficient de beaucoup d'argent qu'ils mettent dans les banques occidentales. Là aussi, il y a une surliquidité. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et puisque la première phase a marché, encore l'Afrique. Troisième phase, toujours dans la décennie de 1970, vers 75 à peu près, l'Europe se trouve dans une situation de marasme économique. Après ce qu'ils ont connu, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Il y a une forte croissance entre 44 et à peu près 75. Sauf qu'une fois qu'ils ont reconstruit, ils ont trouvé tout type de débouchés. On a tout reconstruit. Et donc pour trouver des débouchés, il fallait se tourner vers l'Afrique. Ils ont appelé ça l'aide liée. L'aide liée, c'est quoi? L'aide liée, c'est qu'on va voir Mobutu, on va voir Houphouët-Boigny, on va voir les Fontaines. On dit, nous avons des produits bien précis. Même si vous n'en avez pas besoin, nous avons des produits bien précis, il faut les acheter. Ils disent, mais nous, on n'a pas d'argent, on vous donne le crédit. L'aide liée. Ils vont envoyer des chasse-neige partout sur le continent, ceux qui savent l'histoire des... Vous voyez? Et donc, cette troisième phase, en fait, c'est pire que ça. C'est une subvention des entreprises du Nord, mais qui sera payée plus tard par les pauvres Africains. Il faut souvent consulter l'histoire de l'Amérique du Sud. Là-bas, ils ont appelé ça la dette odieuse. Parce qu'elle n'a pas profité au développement. Et donc, ici, puisque ces régimes n'ont pas été mis en place pour développer, toute cette masse d'argent va organiser donc la corruption. Cette masse d'argent doit servir à quelque chose, puisque ce n'est pas fait pour le développement. Pour développer, il fallait qu'ils arrêtent la monoculture, il fallait qu'ils arrêtent les exportations de matières premières brutes. Or, sauf que c'est contre ce que l'Occident veut. Donc, ils ne peuvent pas faire ça, cette rupture. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Corruption organisée, à grande échelle. Cet argent revient encore en Occident par des comptes privés. Ça va nourrir des projets mégalomaniaques, vous en savez quelques-uns, mais aussi des richesses, des fortunes énormes. Exemple, Mobutu, toute estimation faite, Mobutu avait à peu près 8 milliards de dollars de fortune, contre 12 milliards de dette extérieure de son pays. Donc les 3/4 de la dette extérieure pouvaient être épongés par les détournements que de Mobutu et sa famille, sans compter le reste du régime. On a par exemple le cercle de Bokassa qui a coûté 1/4 du budget annuel. On a par exemple la construction de la basilique de Notre-Dame de Yamoussoukro qui a coûté 250 millions de dollars. Plus grande que Saint-Pierre, c'était le modèle de Rome, qui paye. On a par exemple la mosquée d'Hassan II qui a coûté 500 millions de dollars. Et tout ça, ce sont les entreprises occidentales, encore une fois, qui viennent, donc l'argent revient en Occident. Vous voyez? Et donc, de tout cela, va se produire deux choses. C'est que ces dettes, ces prêts que vous avez vus, ont été presque donnés à des taux relativement zéro, bas, tout ce que vous voulez. Sauf que les Américains, début des années 80, vont changer de stratégie. Les Américains, d'abord, l'échange fixe vont être cassés pour l'échange flottant avec le dollar. Et cette fois-ci, ils vont augmenter les taux d'intérêt pour que les gens viennent aux États-Unis. Investir, donc prendre de l'argent aux États-Unis, parce que les taux d'intérêt étaient favorables. D'autre part, ces pays africains ayant gardé la même stratégie coloniale de vente de matières premières brutes,
ces pays africains vont se retrouver avec la baisse des cours mondiaux à ce moment-là, incapables d'avoir des ressources pour rembourser. Alors il faut noter juste que les dettes africaines sont évidemment contractées dans les monnaies internationales. Le Deutschmark, le dollar, le franc français à l'époque, et ainsi de suite. Donc il faut avoir des devises étrangères pour rembourser. Et pour avoir ces devises étrangères, il faut vendre le plus possible de matières premières brutes. C'est un cercle vicieux. Pas de développement industriel. Et comme il y a la baisse, la chute des cours mondiaux, ils n'ont plus d'argent pour rembourser ce qu'on appelle le service de la dette, le nominal et l'intérêt. Et donc, c'est l'entrée en scène des instruments internationaux de domination qui n'étaient pas créés pour nous. La Banque mondiale et le FMI, accessoirement le Club de Paris. Ils ont été créés autour des années 44 pour l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'une des causes indirectes de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme la crise de 29. Le FMI va être créé pour surveiller que l'Europe, en tout cas le monde occidental, ne puisse plus vivre la crise de 29. Donc ces institutions ne sont pas créées pour les ajustements structurels que nous connaissons. Mais on va leur donner une nouvelle mission, c'est que maintenir ces pays-là dans le remboursement de la dette. Avec quoi comme programme? L'ajustement structurel. L'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est quoi? C'est donc un programme économique qui va être comme une médecine du cheval, appliquée à tous les Africains au même moment. Il faut continuer, même s'il y a la baisse des cours mondiaux, quadrupler, multiplier la vente de matières premières brutes pour avoir des devises. Pour faire des économies, il faut sabrer dans les budgets de santé, d'éducation. Tous ceux qui connaissent un peu le continent savent que même ces pays néocoloniaux, jusqu'au début des années 80, il y avait un semblant d'État. Il y avait quand même des administrations. Il y avait quand même des écoles. Il n'y avait pas cette privatisation sauvage des écoles. À cette époque, il y avait quand même cela. Même sous Mobutu, il y avait quand même tout ça. Sauf qu'au début des années 80, le FMI dit, oui, fini. Mais attention, les budgets de l'armée, pour maintenir le régime, non, on ne touche pas. Parce qu'ils ont besoin de ces régimes-là, justement, pour que ces programmes fonctionnent. Et donc, on va aligner tout le monde. Ceux qui ont le pétrole, il faut faire le pétrole, absolument. Et être dépendant du pétrole. Le Nigeria, l'Angola, le Congo, l'Algérie, le Gabon, le Cameroun, tout le monde passe. Ceux qui ont le coton. Le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Tchad. Ceux qui ont le cacao, la Côte d'Ivoire, le Ghana, Sao Tomé et Principe. L'uranium, le Niger. Le thé, le Kenya. Le cuivre, la Zambie. La pêche, le Mozambique, le Sénégal. Tout le monde. Tout ce que les empires coloniaux obtenaient par les travaux forcés, par des crimes, le FMI les a obtenus logiquement, simplement, juste avec des lettres d'intention. C'est la recolonisation à ciel ouvert. La recolonisation à ciel ouvert. Puisque c'est un... La colonisation n'est pas qu'un mot. Sur le plan économique, la colonisation a des caractéristiques bien précises. Quand vous travaillez pour les autres, quand vos économies c'est pour les autres, quand les produits vont pour les autres, c'est la colonisation économique. C'est pas autre chose. Et là, nous sommes dans les caractéristiques pures de la colonisation. Même en plein système colonial, les Africains se battaient pour ne pas faire le travail forcé, faire que du coton. Et là, sans problème. Alors, donc, nous allons arriver donc à cette situation où l'Afrique est recolonisée par les programmes d'ajustement structurel. Il n'y a plus de projet économique. Chaque élection en Afrique aujourd'hui, dès qu'elle a lieu, le FMI et la Banque mondiale viennent avec la feuille de route, c'est ce que vous allez appliquer. Ça veut dire que tout ce qu'on raconte avant le scrutin ne sert strictement, mais strictement à rien. Alors, une fois que l'Occident a mis l'Afrique en coupe réglée, maintenant on parle d'un autre modèle de développement. On appelle ça le développement durable. C'est comme si un développement ne peut pas être autre chose que... Si ce n'est pas durable, ce n'est pas un développement. Développement durable. Tout le monde répète, développement durable. Développement durable. Mais avant, c'était quoi? Et donc, on va culpabiliser la planète avec le développement durable. Tout le monde doit faire pareil. Mais est-ce que les êtres humains ne font pas partie de la nature? Pour l'industrialisation de l'Occident, on a fait disparaître les espèces humaines. Les Mayas et les Aztèques sont presque disparus. L'esclavage, 400 ans. La colonisation des travaux forcés, des mains coupées. Quand l'Occident, pour son industrialisation, génocide, fait des crimes, des civilisations et des cultures, des êtres humains,
de la nature, les êtres humains sont de la nature. L'Occident ne se posait pas la question si son modèle qui a conduit tant de crimes n'était pas un problème global. Non, il a fallu qu'il y ait des catastrophes qui touchent l'Occident. Bhopal en 1984, Tchernobyl 86, les diverses marées noires sur les côtes européennes. Là, ils se sont concernés. Maintenant, tout le monde, c'est un problème global. Il faut venir à Paris discuter de ça. Mais la destruction des humains pendant des siècles, ce n'est pas un problème global. Est-ce que si on ne respecte pas l'être humain, on peut respecter la nature? Je ne comprends pas comment on a pu accepter ce débat aujourd'hui sur le développement durable, la COP 21, où les États africains ont payé même pour y être. Alors, Aimé Césaire disait, ce que l'Occident ne pardonne pas Hitler, c'est d'avoir appliqué aux Blancs les traitements qui étaient réservés jusque-là aux Noirs et aux Jaunes. C'est ça, la vérité. C'est pas autre chose. Hitler n'a rien inventé. Tout ce que Hitler a fait, les Occidentaux le faisaient de façon naturelle sur les autres. Voyez-vous? Et donc, l'Occident universalise une cause quand il est touché, mais ignore la souffrance des autres, même quand il en est responsable. Il est très important que les Africains définissent leur propre paradigme de développement. Il ne faut pas suivre tous ces débats sur le développement durable. On a la liberté, le choix, la souveraineté, il faut la voir pour dire quel développement nous voulons. Tout ce débat sur le développement durable est une façon de culpabiliser les autres. On dit que la Chine aujourd'hui pollue le monde. Certes, mais 10 siècles de développement industriel de l'Occident, comparé à ce que la Chine fait aujourd'hui, on détourne. Il faut bien comprendre que dans la destruction écologique, il y a les humains qu'on a détruits. Il y a les humains qu'on a détruits qui payent la facture. Qui est responsable? Évidemment, ça continue puisque nous continuons à jouer le rôle derrière. Je vais donc conclure en disant que le piège de l'endettement odieux pratiqué par les régimes marionnettes a conduit à la recolonisation de l'Afrique par des mécanismes subtils que vous connaissez. Le sous-développement n'est pas un retard de croissance, mais un produit d'une situation historique et de la façon dont l'économie mondiale fonctionne aujourd'hui. Il faut se garder de toute théorie qui naturalise la pauvreté. La pauvreté n'est pas naturelle. C'est très important, la déconnexion des inégalités et des catégories sociales. Or, il se trouve que les économies africaines sont partie prenante des économies dominantes. Donc, dépendance structurelle, qui donc est source de pauvreté. La pauvreté a une explication. C'est le choix des hommes. Donc on peut arrêter la pauvreté. L'existence des traîtres africains, des personnes en col blanc sur le continent, fait partie de la définition du sous-développement. Quand ces personnes-là, cette élite comprador, danse à Abidjan, à Brazzaville, à Yaoundé, la musique se joue 2 fois à Paris, à Londres ou à Washington. Et si l'Occident a organisé tout ce système impérialiste de domination, il est de la responsabilité de tout Africain de le comprendre et de travailler à son renversement. Autrement, on ne peut pas dire qu'on est responsable de son destin. Et je finirai par cette conclusion de Walter Rodney, qui disait, chers frères, chères sœurs, le seul développement positif du colonialisme, fut sa fin. Et encore, merci. Merci beaucoup au frère Anda Diogenseni pour ce bel exposé. C'est vraiment, comme il l'a dit, il faut faire le développement sans culpabilité, et, voilà, avec notre propre paradigme. Alors, nous allons continuer ces conférences avec M. Charles Nana, qui va donc nous parler du sujet qu'il avait préparé pour aujourd'hui.